Ma belle-mère a détourné mon mariage en descendant l'allée à cheval, vêtue d'une robe de mariée, pour me voler la vedette. J'ai donc planifié une humiliation publique qu'elle ne pourrait jamais oublier ni pardonner. J'ai entendu les halètements avant de voir quoi que ce soit. Ma demoiselle d'honneur, Jess, est revenue en courant, traversant les portes du vestibule. Son bouquet était serré contre sa poitrine. Elle murmurait un seul mot, comme si, dit assez doucement, il ne pouvait pas être réel, cheval. Je me suis figé sous mon propre voile, une main toujours agrippée au bras de mon père. Puis, j'ai entendu des sabots sur le gravier. Elle et Lanard, ma nouvelle belle-mère, descendaient l'allée de mon mariage à cheval. Elle ne marchait pas à côté, non, elle la montait en Amazone. Elle portait une robe crème qui captait la lumière de l'après-midi, exactement comme le fait le satin de mariée. C'était suffisamment proche pour tromper la moitié des invités pendant 3 secondes entières, avant que quiconque ne comprenne ce qu'il regardait. Elle avait tout chronométré à la minute près, 90 secondes avant ma propre entrée. Chaque téléphone dans ce jardin s'est tourné vers elle, et non vers les portes que j'étais sur le point de franchir. Elle s'était battue avec moi pendant des mois avant ce jour. Elle voulait une salle plus grande que celle que nous avions budgétisée. Ses amis du club de lecture s'étaient ajoutés à une liste d'invités que j'avais limitée à 120 personnes. Les demoiselles d'honneur devaient porter une nuance de fard, que Jess avait fait remarquer sèchement, qui se trouvait être la meilleure couleur des Lanard. J'avais dit non à chaque fois. Elle souriait, disait, bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux, et se retirait avec tant de grâce que j'avais réellement cru avoir gagné. Je n'avais rien gagné. Elle attendait juste le seul moment où je ne pourrais pas l'arrêter, les 60 secondes entre le début de la procession et ma propre entrée, quand j'étais derrière des portes closes, et qu'elle avait toute l'allée pour elle seule. Au moment où j'ai réellement descendu cette allée, au bras de mon père, dans la robe qui m'avait fait pleurer de joie dans une cabine d'essayage de Savannah, mon propre mariage ressemblait déjà au 2e acte. Les invités étaient toujours tournés dans leurs sièges, les téléphones toujours levés. Certains d'entre eux riaient derrière leurs mains. Mon mari, Grant, se tenait à l'autel et m'a murmuré « Désolé » 2 fois. Mais « Désolé » n'annule pas une entrée volée. « Désolé » ne vous rend pas la seule marche dans l'allée que vous faites dans votre vie. À la réception, Hélène Lanard flottait à travers la foule dans sa robe crème, acceptant les compliments comme si elle avait orchestré quelque chose de beau, au lieu de quelque chose de cruel. Je l'ai entendu dire à ma tante Carole que la mariée n'avait pas du tout été dérangée, que c'était un hommage à sa propre grand-mère, qui serait prétendument arrivée à son mariage à cheval en 1962. J'ai souri jusqu'à ce que ma mâchoire me fasse mal et je n'ai rien dit, mais j'étais déjà en train de planifier. J'avais 29 ans quand j'ai épousé Grant Calloway. J'avais passé la majeure partie de 2 ans à apprendre comment sa mère fonctionnait, avant de comprendre que j'observais un schéma, et non un simple trait de personnalité. Grant avait 31 ans, un homme facile à vivre et stable, qui travaillait dans l'immobilier commercial depuis un bureau de Bull Street. C'était le genre de personne qui présumait du meilleur chez tout le monde, jusqu'à preuve du contraire à 3 reprises distinctes. Il m'a fallu plus de temps pour apprendre à connaître Hélène Lanard qu'à lui, car il avait eu 31 ans de pratique à ne pas la voir clairement, et moi, j'en avais eu 2. Hélène Lanard Calloway avait 59 ans cet octobre-là, veuve depuis 3 ans au moment de notre mariage. Son mari, Robert, avait bâti une petite chaîne de quincailleries le long de la côte géorgienne. 4 emplacements, stables et rentables. Il était mort subitement d'une crise cardiaque, sur le parking du magasin de poulet, un mardi matin de mars. Grant n'en parlait pas beaucoup. Nathalie, sa sœur aînée, en parlait encore moins. Ce que j'avais compris, principalement grâce à des choses que Grant laissait échapper après quelques bières, c'est que Robert avait été le contrepoids dans ce mariage. C'était lui qui pouvait dire non à Eleanor et faire en sorte que cela tienne. Une fois qu'il était parti, plus rien ne tenait. La succession n'était pas compliquée sur le papier. Robert avait laissé une fiducie d'une valeur d'environ 340 000 $, destinée à être partagée équitablement entre Grant et Nathalie, avec Hélène Lanard nommée fiduciaire jusqu'à ce que le plus jeune des deux, Grant, ait 32 ans. C'était assez standard, le genre d'arrangement qu'un avocat rédige pour empêcher les jeunes adultes de gaspiller un héritage dans des folies. Hélène Lanard avait un accès de signataire au compte jusqu'alors. Personne n'avait beaucoup réfléchi à ce détail à l'époque. Moi, certainement pas. Cela allait avoir plus d'importance que nous ne l'avions compris. J'ai rencontré Hélène Lanard pour la première fois lors d'un dîner dominical, 18 mois avant le mariage.
C'était dans la salle à manger de la maison que Robert lui avait achetée à Hartsley Park, avec des moulures couronnées partout et des hortensias devant. Elle était chaleureuse ce soir-là, généreuse en compliments. Elle a rempli mon verre de vin 2 fois sans que je le demande. Je l'aimais bien. J'ai dit à ma mère, Carole, que la mère de Grant semblait charmante. Un peu excessive peut-être, mais charmante. Ma mère, qui a un instinct pour les gens que j'ai appris à faire confiance plus que le mien, a seulement dit « laisse le temps faire ». La première vraie fissure est apparue au mariage de Nathalie, 3 ans avant le mien, à l'époque où Robert était encore en vie. Je n'étais pas là. Grant et moi ne nous étions pas encore rencontrés. Mais Grant m'a raconté l'histoire plus d'une fois, toujours avec cette même voix monocorde et prudente que les gens utilisent quand ils ont décidé de ne plus être en colère à propos de quelque chose. Et Lélanard avait porté de l'ivoire au mariage de sa fille. Pas de crème, pas de blush. De l'ivoire avec un corsage perlé qui correspondait si étroitement à la robe de Nathalie que 3 invités distincts ont demandé aux photographes s'ils avaient pris une photo des 2 mariés. Pendant les toasts, Lélanard s'était levé sans y être invité, avait pris le microphone au témoin de mariage au milieu de sa phrase, et avait prononcé un discours de 7 minutes. Elle parlait de ce que l'on ressentait en élevant une mariée si belle, pleurant à la demande, et remerciant les invités d'être venus célébrer sa famille. Nathalie avait tout enduré avec un sourire figé sur son visage. Elle n'a pas parlé à sa mère pendant 2 mois après. Robert avait arrangé les choses, comme il arrangeait apparemment tout. Et pour le prochain Thanksgiving, ils étaient tous de retour à la même table, comme si rien ne s'était passé. J'ai entendu cette histoire la première année où je sortais avec Grant, et je l'ai classée comme une chose étrange et unique. Le deuil fait des choses bizarres aux gens, me suis-je dit. Bien que Robert fût encore en vie quand cela s'était produit, ce qui aurait dû me dire que ce n'était pas du tout le deuil. C'était simplement qui elle était. Démasquée une fois, puis repliée dans le récit familial comme une aberration au lieu d'un avant-goût. Le schéma a refait surface le Noël précédant nos fiançailles, 2 ans après le début de ma relation avec Grant. Bien que je ne le reconnaisse pas encore comme un schéma, Lélanard avait insisté pour organiser cette année-là, même si Nathalie avait proposé sa propre maison à Charlotte, plus proche pour tout le monde avec de jeunes enfants à gérer. Lélanard a dépensé, selon son propre compte à table, un peu moins de 4 000 $ pour les fêtes. Cela incluait un décorateur professionnel, un trio à cordes engagé pour l'heure du cocktail, et un repas à 5 services que personne n'avait demandé. À mi-chemin du dîner, elle s'est levée avec son verre de vin et a dit qu'elle voulait partager quelque chose de spécial. Puis, elle a distribué de petites boîtes emballées à toutes les personnes présentes à table. À l'intérieur de chaque boîte, il y avait une photographie imprimée d'elle-même datant de plusieurs décennies, encadrée d'un passe-partout, avec une note manuscrite expliquant ce que cette année de sa vie avait signifié pour elle. Le cadeau de Grant s'est avéré être une photo d'Lélanard le tenant nouveau-né, avec la légende, écrite de sa cursive bouclée, « Le jour où je suis devenue complète ». Celui de Nathalie contenait une photo de son propre récital d'enfance, légendé par un paragraphe sur les sacrifices qu'Lélanard avait fait pour offrir à sa fille cette carrière de danseuse. Il m'a fallu un instant, en observant la gratitude confuse et polie de la table, pour comprendre ce que je regardais. Elle avait organisé un échange de cadeaux de Noël pour 11 personnes entièrement à partir d'histoires sur elle-même, lors d'une soirée destinée à célébrer tout le monde. Robert, au bout de la table, Harry, a dit quelque chose sur la façon dont sa femme avait transformé même un mardi en une production, et a resservi le vin à tout le monde. J'ai ri avec l'assemblée, car c'est ce que l'on fait à un Noël de famille d'inconnus, quand on n'a pas encore la position de dire ce que l'on remarque réellement. Je ne comprenais pas encore que le rire facile de Robert n'était pas de l'affection. C'était de l'entretien, le travail silencieux et constant de maintenir le besoin de sa femme d'être au centre de l'attention, l'empêchant de tourner en quelque chose dont la famille ne pourrait pas se remettre. Je ne savais pas encore qu'une fois qu'il serait parti, personne d'autre dans cette famille n'avait jamais été assigné à cette tâche. Il y avait aussi des signes plus petits, une fois que j'ai commencé à faire attention. Elle est arrivée à mon dîner de remise de diplôme universitaire. La famille de Grant avait insisté pour faire 4 heures de route pour y assister, ce qui m'avait touché à l'époque, et elle portait un corsage, comme si c'était elle qui était célébrée. Elle a redirigé 2 conversations distinctes lors de ma fête prénuptiale vers des histoires de son propre mariage en 1988. Elle a appelé notre traiteur directement sans me le dire, pour « simplifier la communication ». Et je ne l'ai découvert que lorsque le traiteur m'a appelé, confuse à propos d'un changement de menu que je n'avais jamais approuvé.
Chaque fois que j'abordais le sujet gentiment, Grant disait la même chose avec cette même voix raisonnable, c'est juste maman. Elle veut bien faire. Elle a eu quelques années difficiles. Je le croyais, surtout parce que le croire était plus facile que d'accepter ce que je voyais réellement. C'était une femme qui ne pouvait pas tolérer d'être autre chose que le centre de l'attention dans une pièce. Et qui avait appris, au cours de 3 décennies de mariage et de 3 ans de veuvage, qu'il y avait toujours un moyen de revenir dans le jeu, si l'on pleurait au bon moment et s'excusait avec suffisamment de sincérité dans la voix. Je ne comprenais pas encore que le cheval n'était pas un coup de tête. C'était un plan, exécuté avec la même patience qu'elle avait utilisé pour chaque test plus petit qui l'avait précédé, testant exactement jusqu'où elle pouvait aller avant que quelqu'un ne l'arrête enfin. Personne ne l'avait jamais fait. La première faille dans la planification du mariage est apparue 4 mois avant, à propos de la liste des invités. Je l'avais soigneusement élaborée avec Grant, 120 personnes, réparties presque également entre nos familles. C'était un nombre que notre lieu de réception, Ashgrove Manor, juste à l'extérieur de la ville, pouvait réellement accueillir sans que l'espace de cérémonie dans le jardin ne ressemble à un quai de métro. Eleanor m'a appelé un mardi soir, sa voix chaleureuse et pleine d'excuses, pour me dire qu'elle avait déjà promis des places à 11 femmes de son club de lecture et à 2 anciens voisins. Je leur avais déjà promis, a-t-elle dit avant que je n'ai finalisé la liste. Comme si cela en faisait un fait que je devais maintenant accepter, plutôt qu'une limite qu'elle avait délibérément franchie. Je lui ai dit que le lieu avait une capacité maximale stricte. Elle a dit qu'elle comprenait parfaitement. Ma chérie, elle trouverait une solution. Ne t'inquiète pas. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de Priya, notre organisatrice de mariage. Elle me demandait pourquoi Eleanor avait contacté directement le lieu pour se renseigner sur l'ajout d'une deuxième tente de réception, plus petite, pour les invités supplémentaires, à un coût de $2200 que personne n'avait approuvé. J'ai appelé Eleanor. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle voulait seulement que le mariage de son fils soit spécial, qu'elle se sentait exclue de la planification, qu'elle ne comprenait pas pourquoi je rendais cela si difficile alors que tout ce qu'elle voulait, c'était célébrer son unique fils. J'ai fini par accepter 8 des 11 noms, juste pour mettre fin à la conversation. Je me suis dit que c'était un compromis raisonnable. Après coup, cela ressemblait à une défaite. La couleur des robes de demoiselles d'honneur est venue ensuite. J'avais choisi un vert forêt profond pour nous 6, une teinte que j'avais spécifiquement choisie parce qu'elle allait bien avec toutes les carnations du cortège nuptial, y compris la mienne, qui a des tons olivâtres et chauds. Eleanor a mentionné, lors d'un essayage de robe où elle s'était invitée, que le vert l'avait complètement et s'est demandé à voix haute si un blush doux ne ferait pas de meilleures photos pour toute la fête. Une phrase qui, commodément, l'incluait, bien que les mères du marié ne s'accordent généralement pas avec les demoiselles d'honneur. J'ai dit non. Elle a souri et a immédiatement laissé tomber, avec tant de grâce que j'ai en fait félicité Grant ce soir-là sur la façon dont sa mère l'avait bien pris. Grant était d'accord. Aucun de nous n'a interprété cette retraite gracieuse comme autre chose qu'une victoire. 2 semaines plus tard, j'ai appris de mon traiteur qu'Eleanor avait appelé pour demander hypothétiquement ce qu'il en coûterait d'ajouter une petite station de couronne florale pour les invités qui voulaient un petit quelque chose en plus pour les photos. Une station qui, quand j'ai pressé la fleuriste, s'est avérée être spécifiquement pour Eleanor, qui voulait des roses blanches tressées dans ses cheveux pour correspondre, selon ses propres mots, à l'esthétique générale de la mariée. J'ai stoppé cela avant que ça n'aille plus loin. Je ne l'ai même pas confronté directement à ce sujet. J'étais épuisé à ce moment-là, à 4 mois du mariage, et chaque confrontation coûtait plus cher qu'elle ne rapportait. Le dîner de répétition a failli se dérouler de la même manière. Grant et moi avions prévu quelque chose de petit et de calme dans un restaurant de River Street, 22 personnes, une salle privée avec des murs de briques apparentes et un éclairage tamisé. Exactement le genre de soirée que nous voulions tous les deux la veille d'un mariage de 120 personnes. Eleanor a appelé le restaurant une semaine avant pour demander si la salle privée pouvait accueillir un court diaporama, suivi de ce qu'elle a décrit aux responsables des événements comme « quelques mots de la mère du marié ». Priya l'a intercepté avant que cela n'aille plus loin et m'a signalé la demande le même après-midi. Quand j'ai appelé Eleanor, elle a dit qu'elle voulait seulement partager quelques photos de grand enfant. Rien qui ne prendrait plus de 5 minutes. Sûrement, je ne pouvais pas m'y opposer. Je lui ai dit que les toasts de répétition étaient réservés au cortège nuptial, et que si elle voulait parler, elle pouvait le faire brièvement à la réception le soir suivant, aux côtés de tout le monde. Elle a accepté immédiatement, chaleureusement, et a dit, bien sûr, tout ce qui vous convient.
2 jours plus tard, le responsable des événements du restaurant a appelé pour confirmer la location d'un vidéoprojecteur pour diaporama qu'Eleanor avait réservé directement sous le compte du lieu, facturé à la même carte qu'elle utiliserait plus tard pour le cheval. J'ai annulé moi-même la veille de la répétition sans en parler à Grant, car à ce stade, j'avais commencé à absorber discrètement ces petites corrections de mon côté, plutôt que de les ajouter à une liste de griefs qu'il n'aurait qu'à moitié cru. Au dîner même, elle s'est quand même levée au milieu du toast du témoin de mariage et a dit qu'elle voulait juste ajouter une petite chose. Un souvenir de l'enfance de Grant qui a duré près de 10 minutes et s'est terminé par elle essuyant ses yeux, tandis que le témoin restait debout, tenant son propre verre à moitié vide, incertain s'il devait s'asseoir ou continuer. Personne ne l'a arrêté. À ce moment-là, l'arrêter en plein milieu de sa phrase semblait plus perturbateur que de simplement la laisser finir, ce qui, je le comprends maintenant, était exactement le calcul sur lequel elle comptait. Petite pause dans l'histoire. Si vous aimez ces histoires, pensez à écouter notre émission Spotify, dont le lien se trouve dans la description, pour un accès anticipé aux nouvelles histoires et une meilleure qualité audio. Maintenant, revenons à la vidéo. 6 semaines avant le mariage, Eleanor a demandé à aider à la coordination des fournisseurs, car elle avait, selon ses propres mots, plus de temps libre que moi et avait organisé suffisamment d'événements dans sa vie pour savoir comment les choses fonctionnaient. J'étais submergé à ce moment-là, jonglant avec un emploi de marketing à temps plein, un budget de mariage que Grant et moi avions construit ensemble dollar par dollar, et une belle-mère qui traitait chaque limite comme une négociation d'ouverture. J'ai dit oui. Cela m'a semblé un soulagement à l'époque. Je lui ai donné les coordonnées du traiteur, du fleuriste et le calendrier des acomptes pour le lieu, pensant que je délégatais la logistique. Ce que je faisais réellement, bien que je ne le comprendrais que des mois plus tard, c'était de lui donner un accès direct à toutes les relations avec les fournisseurs liés à mon mariage, y compris celles qui touchaient au compte financier partagé. Elle a utilisé cet accès avec prudence. Elle ne m'a jamais demandé d'argent directement. Elle avait appris, je pense, que demander déclenchait l'examen minutieux, tandis que simplement gérer les choses discrètement déclenchait la gratitude. Elle a commencé à faire référence aux acomptes que j'avais gérés avec un ton désinvolte et compétent qui me faisait me sentir coupable d'avoir jamais douté de ses intentions. Une fois, lors d'un essayage de robe, elle a mentionné en passant qu'elle avait pris l'initiative de couvrir la différence sur un forfait de linge de table amélioré que je n'avais jamais demandé. Elle a repoussé mon offre de la rembourser avec un rire et une main sur mon bras. « N'est-ce pas à ça que sert la famille ?» a-t-elle dit. Je me souviens avoir pensé à l'époque que c'était étrangement généreux de sa part. Je l'ai classé comme un beau geste, au lieu de ce que c'était réellement, une femme établissant discrètement une trace écrite de contrôle financier, déguisée en gentillesse, une facture à la fois. Pendant ce temps, j'étais trop fatiguée et trop reconnaissante pour l'aide pour demander d'où venait réellement l'argent. 3 semaines avant le mariage, Nathalie, la sœur de Grant, m'a appelé à l'improviste et m'a posé une étrange question. Elle voulait savoir si j'avais remarqué quelque chose d'étrange avec le compte de fiducie, celui que leur père avait laissé, celui que leur mère administrait jusqu'à ce que Grant ait 32 ans. Elle a dit qu'elle avait reçu un étrange email du bureau de l'avocat de la succession concernant une demande de relevé de routine qu'elle n'avait pas faite. Je lui ai dit que je n'en savais rien, ce qui était vrai. Elle a dit, probablement rien. Oublie que j'ai demandé. Maman fait sans doute juste maman avec la paperasse, encore une fois. Je n'y ai plus pensé pendant 2 mois. J'avais un mariage à survivre. J'ai mentionné l'appel à Grant ce même soir, principalement en passant. Comme on mentionne quelque chose d'étrange qu'un parent a dit, sans s'attendre à ce que cela ait de l'importance. Il a froncé les sourcils une seconde. Il a dit que sa mère avait toujours été désorganisée avec la paperasse, que Nathalie avait tendance à tout catastrophiser concernant la succession. C'était une habitude persistante des semaines qui avaient suivi la mort de leur père, où chaque formulaire et chaque compte semblaient être un fil sous tension. Il a dit qu'il en parlerait à sa mère, une fois le mariage passé. Et j'ai laissé tomber, de la même manière que j'avais laissé passer une douzaine de choses plus petites cette année-là, parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus immédiat qui demandait de l'attention en premier. Je pense souvent à cette conversation maintenant. C'était le premier fil de la véritable histoire, tendu devant nous deux. Et nous l'avons soigneusement replié dans le bruit de la planification du mariage, car aucun de nous n'avait encore de raison de croire que ce n'était autre chose que du bruit. 10 jours avant, Eleanor m'a demandé, presque comme une réflexion après coup, lors d'un appel téléphonique sur les plans de table, si cela me dérangerait qu'elle arrive un peu plus tôt pour faire quelques photos avant le début de la cérémonie. Car, disait-elle,
elle ne s'habillait plus beaucoup et voulait, elle aussi, se sentir spéciale. J'ai dit que c'était bien, pensant qu'elle voulait dire coiffure et maquillage avec le reste du cortège nuptial. Je n'ai pas pensé à demander ce que « s'habiller » signifiait. Je n'ai pas pensé à poser de questions sur le cheval, car le cheval n'avait jamais été mentionné, pas une seule fois, ni à moi, ni à Grant, ni à Priya. Elle avait tout arrangé en privé, par l'intermédiaire d'une écurie près de Gitan, appelée Galant Équestrian. Elle avait payé la compte elle-même et avait dit au palefrenier, selon ce que j'ai appris bien plus tard, que c'était un élément surprise approuvé par l'organisatrice de mariage. Ce n'était approuvé par personne. Ce n'était approuvé par personne d'autre qu'elle. Le matin du mariage, j'étais dans la suite nuptiale d'Ashgrove Manor avec Jess et ma mère. Nous trois, nous rions de rien, en fixant la dernière boucle. Quand Priya a frappé et a demandé très prudemment si je savais quelque chose à propos d'une remorque à chevaux garée derrière le bloc des écuries. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Elle a dit, probablement rien, une confusion avec un événement voisin, et est allée vérifier. Elle est revenue 11 minutes plus tard, pâle, et m'a dit qu'Eleanor était dans une loge séparée, plus loin dans le couloir, déjà vêtue d'une robe crème, et déjà coiffée par un styliste que personne d'entre nous n'avait engagé. J'ai appelé Grant. Il était à 2 pièces de là, déjà habillé, et j'ai pu entendre la confusion dans sa voix avant même de terminer ma phrase. Il a dit qu'il lui avait parlé. Il est revenu 4 minutes plus tard, l'air ébranlé. Il a dit qu'elle lui avait dit que c'était un petit hommage, une surprise pour les invités, rien qui n'interférerait avec la cérémonie elle-même. Et qu'elle avait déjà tout payé, donc ce serait du gaspillage d'annuler maintenant. Je lui ai dit de l'arrêter. Il a dit qu'il avait essayé. Il a dit qu'elle était déjà à mi-chemin du cheval. Je repense à cette conversation et je comprends maintenant que c'était le dernier moment où quiconque aurait pu arrêter ce qui s'est passé. Grant a essayé à sa manière limitée, mais il a essayé comme il l'avait toujours fait avec sa mère, gentiment, en s'excusant, prêt à accepter un nom desquels se heurterait à lui. Il ne lui a pas dit que la cérémonie n'aurait pas lieu si elle ne se retirait pas. Il n'a pas menacé d'annuler le cheval lui-même. Il a demandé. Elle l'a repoussé avec un rire et la promesse que cela ne prendrait qu'1 minute. Et il est revenu vers moi en disant qu'il ne pouvait plus rien faire. Il y avait quelque chose de plus qu'il aurait pu faire. Il ne l'a tout simplement pas fait parce que 31 ans de pratique lui avaient appris que tenir ferme face à sa mère coûtait plus cher que ce que cela valait. Et parce qu'une petite partie de lui, je pense, ne croyait pas réellement qu'elle irait jusqu'au bout, jusqu'au moment où les portes se sont ouvertes et que les sabots ont commencé à résonner sur le gravier. Au moment où j'ai compris ce qui se passait, j'étais déjà derrière des portes closes, dans ma robe, incapable de voir quoi que ce soit. Je ne pouvais qu'entendre les halètements, les murmures, et la voix de Jess disant « cheval », comme si le mot lui-même était une excuse. J'ai épousé Grant cet après-midi-là quand même. J'ai prononcé mes vœux. Je les ai pensés mot pour mot. Même avec mes mains qui tremblaient encore, même avec la moitié des invités qui chuchotaient encore à propos de ce qu'ils venaient de voir. Je me suis dit, debout à cet hôtel, que je ne la laisserais pas gâcher complètement la journée. Et je ne l'ai pas fait, pas complètement. Mais elle m'a appris quelque chose cet après-midi-là que je n'ai jamais récupéré, l'expérience simple et sans complication de descendre une allée vers l'homme que j'aimais, avec tous les regards dans ce jardin posés sur moi, et non sur elle. J'ai des photos de mariage où les invités au premier rang sont toujours tournés dans leur siège, regardant dans la mauvaise direction, les téléphones toujours levés vers un coin vide de l'allée où un cheval était passé. À la réception, elle a dit à ma tante Carole que c'était un hommage à sa propre grand-mère. J'ai entendu dire indirectement, des semaines plus tard, qu'elle avait dit à quelqu'un d'autre qu'elle l'avait fait parce qu'elle craignait que la cérémonie seule ne soit pas assez mémorable pour les invités, comme si elle m'avait rendu service. Ce jour-là ou dans les semaines qui ont suivi, elle n'a jamais prononcé le mot « désolé » devant moi. Ce qu'elle a dit quand je l'ai finalement confrontée en privé, 2 jours après notre retour de notre lune de miel de 4 jours à Charleston, c'est qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais encore contrarié, que tout s'était déroulé à merveille. Que les photos, ces photos à cheval, étaient magnifiques. Et si je voulais les voir? Je ne voulais pas les voir. J'ai dit à Grant cette même semaine que quelque chose en moi avait changé de façon permanente. Non pas vers le divorce, non pas vers le drame, mais vers une sorte de distance lucide que je n'avais pas eue auparavant. J'ai cessé d'accorder à Eleanor le bénéfice du doute. J'ai cessé de croire que ces retraites gracieuses étaient de véritables retraites.
J'ai commencé à l'observer comme on observe une météo qui a déjà prouvé qu'elle peut se retourner contre vous sans avertissement. Elle n'a pas ralenti. Au contraire, le mariage semblait l'avoir enhardie, comme si elle avait testé les limites de ce qu'elle pouvait faire impunément et les avait trouvées plus éloignées qu'elle ne l'avait imaginé. En l'espace de 2 semaines, elle parlait déjà de son 60e anniversaire imminent, laissant tomber des commentaires sur le désir d'une nuit vraiment spéciale après tout ce qu'elle avait traversé, le deuil, la solitude, le sacrifice d'élever 2 enfants en grande partie seule pendant les longues heures de Robert au magasin. Une version de l'histoire qui effaçait commodément à quel point Robert avait réellement été présent. Elle a commencé à planifier avant même que quiconque n'ait accepté de l'aider à planifier quoi que ce soit. En novembre, la fête d'anniversaire était passée d'une suggestion à une production, 200 invités, une salle de bal louée à l'hôtel L'Âme au centre-ville, avec un escalier en marbre courbé dont Hélène Lanard était apparemment tombée amoureuse dès qu'elle avait visité l'espace. Elle voulait une entrée, son mot, une entrée. Le même mot qu'elle avait utilisé pour le cheval, descendre cet escalier avec une de ses chansons préférées, jouée pendant sa descente, chronométrée de sorte que les lumières attrapent les paillettes de la robe qu'elle choisirait. Elle a parlé de cet escalier pendant des semaines à chaque dîner de famille, à chaque appel téléphonique, à chaque mention informelle de la date de décembre à venir. Ce serait, selon ses mots, son « moment de couronnement ». Une phrase qu'elle a utilisée plus d'une fois sans aucune conscience apparente de l'effet qu'elle pourrait avoir sur sa belle-fille, dont elle avait piétiné le propre moment de couronnement 2 mois plus tôt. J'ai proposé d'aider à la planification. Je veux être honnête sur mes raisons, car j'ai pensé à ce moment plus qu'à tout autre dans toute l'histoire. Une partie de moi a proposé parce que j'espérais encore sincèrement, dans un petit coin têtu de mon être, que les choses pourraient être réparées. Que l'aider à planifier quelque chose pourrait reconstruire ce qui s'était fissuré à mon propre mariage. Mais une autre partie de moi, un cœur plus froid et plus délibéré, a proposé parce que j'avais compris. En la regardant planifier cette grande entrée avec la même lueur satisfaite qu'elle avait eue en descendant mon allée, j'ai réalisé qu'une opportunité m'était offerte. Elle m'avait humilié le seul jour qui était censé être le mien. Elle construisait maintenant, brique par brique, une journée entièrement conçue autour de son propre triomphe à l'épreuve de l'humiliation. Je n'avais pas encore de plan, mais je reconnaissais la forme d'un plan qui commençait à se dessiner. Elle était ravie quand j'ai proposé mon aide. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit qu'elle savait que nous retrouverions le chemin l'une de l'autre, que c'était exactement le genre de lien qu'elle espérait que le mariage apporterait à la famille. Elle m'a confié une tâche spécifique, assez petite pour ressembler à un geste symbolique, mais assez grande, je m'en rendrai compte plus tard, pour avoir plus d'importance que tout le reste sur la liste. Elle m'a demandé de coordonner le timing de l'entrée avec le DJ. Je l'ai coordonné exactement comme je le voulais. Le DJ s'appelait Tony Marsh, un homme d'une 40aine d'années qui animait des mariages et des galas à Savannah depuis près de 20 ans. Il avait été recommandé par le coordinateur des événements de l'hôtel comme étant fiable et professionnel. Lorsque je l'ai appelé à propos du timing pour la chanson d'entrée d'Hélène Lanard, j'ai mentionné, presque comme un commentaire en passant, que c'était la même famille dont le mariage avait été détourné par un cheval 2 mois plus tôt. Il est resté silencieux une seconde, puis a ri si fort qu'il a dû reprendre son souffle avant de pouvoir parler à nouveau. Il en avait entendu parler, a-t-il dit. Tout le monde dans l'industrie événementielle locale en avait entendu parler. C'était devenu une petite légende désagréable parmi les organisateurs et les fournisseurs de la ville. Je lui ai dit que j'avais une proposition, $300 en espèces, et il échangerait sa chanson d'entrée au pire moment possible, en plein milieu de sa descente de cet escalier. Il a dit qu'il le ferait pour $200, juste parce que l'histoire était trop bonne pour la laisser passer. Et parce que, selon ses mots, il n'avait jamais aimé travailler avec elle lors des appels de planification précédant l'événement. Nous nous sommes rencontrés dans un café de Breton Street 2 jours avant la fête. J'ai glissé une enveloppe sur la table. Il ne l'a même pas compté. La nuit de la fête, Hélène Lanard se tenait en haut de cet escalier en marbre courbé, comme une reine attendant son propre couronnement. Elle portait une robe couleur champagne avec un corsage perlé, ses cheveux étaient relevés, un collier de diamants que Robert lui avait donné pour leur 25e anniversaire captait la lumière. 200 invités remplissaient la salle de bal en dessous d'elle. Les lumières se sont tamisées à point nommé. Sa chanson choisie a commencé. Quelque chose de lent et d'enveloppant, des cordes et une voix de femme, le genre de chanson destinée à faire en sorte qu'une entrée ressemble à une scène de film. Elle a commencé sa descente, le menton haut, une main gantée glissant le long de la rampe, son sourire d'entraînement déjà figé pour les caméras. À mi-chemin, la musique s'est coupée.
Pendant une seconde entière, la salle de bal a retenu son souffle dans un silence total. 200 personnes figées en plein mouvement, attendant de voir ce qui allait suivre. Puis, elle a basculé vers quelque chose de fort et de rebondissant, une chanson pop avec un refrain sur quelqu'un qui a toujours besoin d'être le centre de l'attention. La basse résonnait dans les marches en marbre si fort que je la sentais dans ma propre poitrine, de l'autre bout de la pièce. J'ai regardé son sourire se figer en temps réel. J'ai vu les muscles de son visage se battre pour maintenir l'expression, même si ses yeux s'écarquillaient de panique. Son pied a manqué une marche. Elle s'est raccrochée à la rampe si fort que ses phalanges sont devenues blanches. 200 invités sont restés silencieux pendant un long moment suspendu. Puis, quelqu'un près du bar a ri, un seul rire sec et perçant qui a brisé quelque chose dans la pièce. Ensuite, d'autres personnes se sont jointes, couvrant leur bouche, donnant des coups de coude à la personne à côté d'elle, sortant leur téléphone pour capturer chaque seconde de la scène. Parce que rien ne se propage plus vite lors d'une fête que la réalisation collective que tout le monde assiste au même désastre. Eleanor a continué à marcher, le dos rigide, le visage d'un rouge furieux et profond sous son maquillage. Ce sourire figé était verrouillé en place, comme s'il avait été cloué là par les mains de quelqu'un d'autre. Elle a atteint le bas de l'escalier sans tomber, je lui accorderai cela. Quoi qu'elle ait pu être d'autre, elle avait du cran quand il s'agissait de terminer ce qu'elle avait commencé, même lorsque ce qu'elle avait commencé s'était retourné contre elle. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je me tenais près de la table des desserts dans une robe que j'avais choisie spécifiquement parce qu'elle était assez élégante pour se fondre dans une foule de 200 personnes sans attirer un seul regard sur moi. J'ai senti quelque chose de laid et de satisfaisant éclore dans ma poitrine, en la regardant atteindre le bas de ses escaliers avec la mauvaise chanson qui continuait de retentir derrière elle. Elle m'avait humilié devant tout ce que j'aime le seul jour qui était censé m'appartenir. Maintenant, pendant une petite période de temps circonscrite, elle savait exactement ce que cela faisait, multiplié par une salle 2 fois plus grande que le jardin de mon propre mariage. Elle n'a pas attendu de saluer un seul invité. Elle a attrapé le coordinateur des événements de l'hôtel par le bras desquels a atteint le sol de la salle de bal, et l'a traîné dans un coin près de la cabine du DJ. Tony, les suivant un instant plus tard, a été appelé par un geste sec de sa main. Sa bouche bougeait vite, sa main libre fendant l'air par des mouvements courts et furieux. Je me tenais près de la table des desserts, faisant semblant de faire défiler mon téléphone, la regardant s'effondrer en temps réel à une distance de 30 pieds. Une femme à côté de moi, que je ne reconnaissais pas, s'est penchée et a murmuré que c'était peut-être le karma, quoi que cela puisse signifier dans ce contexte particulier. J'ai mordu l'intérieur de ma joue assez fort pour sentir le goût du cuivre, juste pour m'empêcher de sourire devant une inconnue. Tony a joué son rôle à merveille. Il a secoué la tête, a étendu les mains, a pointé du doigt un enchevêtrement de câbles près de la cabine, comme s'il était réellement déconcerté par le dysfonctionnement, improvisant une explication technique sur un fichier de playlist corrompu. Le coordinateur des événements s'excusait sans cesse, la sueur perlait visiblement sur son front sous les lumières de la salle de bal, clairement terrifié à l'idée de perdre un client aussi important pour quelque chose qui n'était même pas de sa faute. Le visage d'Eleanor est resté d'un rouge profond et furieux tout le temps. Et j'ai compris, en la regardant, que sa grande entrée, celle qu'elle avait planifiée pendant des mois, dont elle avait parlé à chaque réunion de famille, et autour de laquelle elle avait construit toute une fête, était déjà en train de devenir la seule chose dont quiconque dans cette salle se souviendrait de son 60e anniversaire. 20 minutes plus tard, Grant m'a trouvé près de la table du gâteau, où une confection à 3 étages couverte de magnolia confit reposait, en grande partie intacte. Son visage n'était pas en colère. C'était pire que de la colère, c'était de la confusion. Et sous la confusion, de la douleur. Ses yeux cherchaient les miens pour quelque chose qu'il ne voulait pas trouver. Il a demandé doucement si je savais quelque chose de ce qui s'était passé avec la musique. Mon estomac s'est noué, un froid qui me serrait, mais j'ai gardé ma voix calme et stable. Je lui ai dit que les problèmes techniques arrivaient tout le temps lors des fêtes, que ce n'était rien d'inhabituel pour un lieu de cette taille gérant autant d'équipements. Il a hoché la tête lentement, mais ses yeux ne me croyaient pas entièrement, et je pouvais le voir décider en temps réel s'il devait insister davantage ou laisser tomber. De l'autre côté de la pièce, Eleanor était toujours enfermée dans une conversation avec Tony et le coordinateur, son doigt pointant vers la cabine du DJ. Ses yeux se sont soudain levés de la dispute pour balayer la foule, cherchant quelqu'un, n'importe qui, à tenir responsable de ce qui venait de lui arriver. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Elle n'a pas détourné le regard.
Elle a commencé à marcher droit vers moi, ses talons frappant le sol en marbre par des cliquetis courts et furieux. Son visage s'est tordu dans une expression que je n'avais jamais vue sur elle en 2 ans et demi à la connaître, quelque chose de brut et de sans défense, toute la performance soignée ayant disparu. La main de Grant s'est refermée autour de mon bras et il m'a demandé à nouveau, plus doucement cette fois, plus urgemment, si j'avais quelque chose à voir avec ce qui venait d'arriver à sa mère. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit oui. J'ai dit que j'avais payé Tony $200 pour changer la chanson. Et je lui ai dit pourquoi, juste là, alors qu'Eleanor franchissait les 20 derniers pieds qui nous séparaient, et que la moitié de la salle de bal commençait à remarquer que quelque chose d'autre se déroulait près de la table des desserts. J'ai dit que je l'avais fait parce qu'elle avait descendu l'allée de mon mariage à cheval, vêtue d'une robe de mariée blanche, et avait volé la seule entrée que j'étais censé avoir de toute ma vie. Et personne dans cette famille ne l'avait jamais forcé à en rendre compte. J'ai dit que je n'étais pas désolé, pas pour la chanson, bien que je comprenne s'il était en colère contre moi pour la façon dont je l'avais géré. Et Eleanor est arrivée exactement à ce moment-là, assez proche maintenant pour que je puisse voir que son mascara avait commencé à baver sous un œil. Je pouvais voir sa poitrine se soulever et s'abaisser trop vite. Elle n'a pas demandé si c'était moi. Elle savait déjà, de la même manière que j'avais su, la seconde où j'avais vu ce cheval, qui était exactement responsable. Elle a prononcé mon nom une fois, d'une voix sèche et basse. Puis elle a dit que je l'avais humiliée devant 200 personnes, devant ses amis, devant des invités qu'elle connaissait depuis 30 ans, lors de la seule nuit qui était censée célébrer tout ce qu'elle avait survécu depuis la mort de Robert. Je lui ai dit que je comprenais exactement ce que cela faisait. Je lui ai dit que je l'avais appris de première main 2 mois plus tôt à mon propre mariage, devant 120 invités, le seul jour qui était censé m'appartenir. Elle a dit que ce n'était pas la même chose. Elle a dit que le cheval avait été un hommage, une belle surprise, quelque chose destiné à embellir la journée, et non à en retirer quoi que ce soit. Et que je transformais un cadeau en quelque chose de cruel parce que je n'avais jamais appris à partager la vedette avec qui que ce soit. Sa voix montait à mesure qu'elle parlait, assez fort maintenant pour que la petite foule autour de la table des desserts se soit tue, observant ouvertement. Elle a dit que j'avais toujours mal supporté leur proximité avec Grant, que je cherchais une excuse pour la punir depuis le jour de notre rencontre, que cela, en désignant l'escalier, puis la cabine du DJ, prouvait tout ce qu'elle avait soupçonné à mon sujet depuis le début. J'ai senti la main de Grant se serrer sur mon bras. Non pas de colère contre moi, ai-je réalisé, mais plutôt comme une préparation, la façon dont on se prépare avant une vague que l'on sait déjà venir. Je lui ai dit, aussi calmement que je pouvais, le pouls battant dans mes oreilles, que je n'avais pas cherché d'excuses. J'ai dit qu'elle m'en avait donné une librement, devant tout le monde. Et que la seule chose que j'avais faite, c'était de lui montrer exactement ce que l'on ressentait quand quelque chose vous était enlevé devant les gens que l'on aime. J'ai dit que je n'avais pas l'intention de la blesser de façon permanente. J'avais prévu 30 mauvaises secondes, les mêmes 30 secondes qu'elle m'avait données, et rien de plus. Elle a commencé à dire autre chose, quelque chose sur l'ingratitude, sur tout ce qu'elle avait fait pour cette famille. Quand la voix de Nathalie a coupé le petit cercle qui s'était formé autour de nous, je ne l'avais même pas vue arriver. Elle était venue de Charlotte pour l'anniversaire de sa mère. Elle se tenait à quelques pas, un dossier sous le bras, le visage pâle, et a dit d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant qu'elle avait besoin de nous parler à tous, maintenant. Pas plus tard. 2 semaines plus tôt, j'avais finalement compris pourquoi Nathalie m'avait demandé en septembre si j'avais remarqué quelque chose d'étrange avec le comte de Fiducie. Après le mariage, après la lune de miel, après avoir commencé à maintenir une distance prudente et délibérée avec Eleanor, j'avais dû retrouver moi-même la compagnie de location de chevaux, galant équestrian, l'écurie près de Genon. Car je voulais, pour ma propre tranquillité d'esprit, comprendre exactement à quel point mon propre mariage avait été discrètement réorganisé autour d'une surprise que personne n'avait approuvée. Priya n'avait pas la facture. Eleanor avait géré cette réservation directement, complètement en dehors des registres du lieu. Alors, j'ai fouillé dans le compte email partagé des fournisseurs qu'Eleanor avait mis en place pour la coordination du mariage des mois plus tôt. Celui qu'elle avait insisté pour gérer, celui à propos duquel j'étais trop épuisé à l'époque pour poser beaucoup de questions. Je me suis assise à notre table de cuisine un mardi soir de fin octobre. Mon ordinateur portable ouvert, une tasse de thé refroidissant à côté de moi. Je m'attendais à passer 20 minutes à trouver un numéro de téléphone et rien de plus. Au lieu de cela, j'ai trouvé un dossier à l'intérieur du compte simplement étiqueté « Mariage »,
séparé de la correspondance principale, enterré à 3 niveaux de profondeur d'une manière qui ressemblait moins à de l'organisation et plus à quelque chose destiné à rester inaperçu. Il m'a fallu presque 2 heures pour le parcourir, recoupant les dates avec notre véritable feuille de calcul du budget de mariage, celle que Grant et moi avions construite ensemble ligne par ligne l'hiver précédent. Je vérifiais chaque chiffre 2 fois, car je ne faisais pas confiance à ce que je commençais à voir. Grant dormait déjà au bout du couloir. Je me souviens être resté très immobile après la 3e facture, le thé étant depuis longtemps froid. Je ressentais ce genre de calme creux et particulier qui précède le moment où l'on comprend que quelque chose est sur le point de changer de façon permanente. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement une facture de location de cheval, bien que je l'ai trouvé aussi. 4 200 $ versés à Galant Équestrian 9 jours avant le mariage, ainsi que 6 800 $ à une boutique de mariée à Bluffton pour une robe crème sur mesure, et 1 100 $ pour des services de coiffure et de maquillage facturés au nom d'Elle Lanard. Tout cela facturé à une carte que je ne reconnaissais pas. J'ai reconnu la carte une fois que j'ai regardé de plus près. Elle remontait à un compte lié à la fiducie de Robert Callaway. Le même compte dont Nathalie m'avait parlé des semaines plus tôt. Celui qui était censé être partagé équitablement entre elle et Grant une fois qu'il aurait 32 ans. Celui qu'Elle Lanard contrôlait en tant que fiduciaire en attendant. Elle n'avait demandé à aucun de ses enfants la permission de l'utiliser. Elle l'avait simplement utilisé de la même manière qu'elle utilisait tout le reste, discrètement et avec une totale confiance que personne ne vérifierait jamais la paperasse assez attentivement pour s'en rendre compte. Je n'ai rien dit à Grant tout de suite. Je l'ai gardé pour moi pendant près de 2 semaines, y réfléchissant, incertaine si c'était à moi de lui révéler quelque chose d'aussi sur sa propre mère. Incertaine si je voyais l'image complète ou seulement un fragment. Finalement, j'ai transmis les factures à Nathalie sans commentaire. La même semaine, la planification de la fête d'anniversaire d'Elle Lanard atteignait sa dernière ligne droite frénétique, et je lui ai simplement demandé si cela lui semblait normal. Ce n'était pas le cas. Nathalie avait passé ces 2 semaines à récupérer discrètement tous les relevés du bureau de l'avocat de la succession, remontant 14 mois en arrière, et ce qu'elle avait trouvé allait bien au-delà du mariage. Elle Lanard avait puisé dans le compte de fiducie à 11 reprises distinctes depuis la mort de Robert. De petites sommes au début, quelques centaines de dollars ici, quelques centaines là. Facile à manquer dans un grand compte, puis des sommes plus importantes à mesure qu'elle devenait apparemment plus confiante que personne ne la surveillait. Le cheval, la robe, le linge de table de mariage amélioré, elle les avait discrètement imputés au même compte, tout en me disant qu'elle avait elle-même couvert la différence par générosité. Et plus récemment, 4 jours avant sa fête de 60e anniversaire, un retrait de 15 000 $ enregistré dans les relevés de compte simplement comme « dépenses d'événements », qui remontait directement à la compte de la salle de bal de l'hôtel Lame, au forfait d'éclairage personnalisé de l'escalier, et à la robe couleur champagne qu'elle portait à cet instant même. Au total, sur 14 mois, Elle Lanard avait retiré un peu plus de 28 000 $ d'une fiducie qui appartenait à parts égales aux 2 enfants qui se tenaient devant elle. Nathalie a ouvert le dossier, juste là, au milieu de la salle de bal, devant Grant, devant moi, devant le petit groupe d'invités qui n'avaient pas encore eu le bon sens de détourner le regard. Elle a dit qu'elle avait essayé de donner à leur mère une chance de s'expliquer d'abord en privé la semaine précédente. Et qu'Elle Lanard lui avait dit que l'argent était simplement une avance sur ce qui lui était dû pour des années de travail émotionnel impayé, élevant 2 enfants. Et qu'elle avait l'intention de le rembourser finalement, une fois que les choses se seraient calmées. Et que Nathalie n'avait pas le droit de remettre en question les décisions que leur père lui avait confiées. Le visage d'Elle Lanard, quand Nathalie a dit tout cela à voix haute, a connu quelque chose que je ne peux décrire que comme un effondrement. Pas des larmes, pas encore. Quelque chose de plus proche du moment où la structure d'un bâtiment cède avant de s'écrouler réellement, une perte visible de tout ce qui la maintenait en forme. Elle a dit, d'une voix beaucoup plus petite que celle qu'elle avait utilisée avec moi 30 secondes plus tôt, que ce n'était ni le moment ni l'endroit. Que Nathalie l'embarrassait, que les affaires de famille devaient rester privées. Nathalie a répondu que le moment et le lieu avaient déjà été choisis pour eux par leur mère, au moment où elle avait décidé que le mariage de son fils était une scène appropriée pour une entrée solo à cheval. Elle a dit que si Elle Lanard voulait de l'intimité, elle aurait dû y penser avant de commencer à traiter chaque événement familial comme une occasion de faire un spectacle. Je suis resté là et j'ai vu quelque chose que j'attendais de voir depuis 2 ans et demi. Grant, enfin, le dossier ouvert dans les mains, regardait sa mère de la même manière que je la regardais depuis des mois. Non pas avec le pardon automatique et habituel qu'il lui avait toujours accordé,
mais avec la reconnaissance plate et lucide de quelqu'un qui voyait enfin un schéma complet, au lieu d'un incident confus à la fois. Il lui a demandé doucement si c'était vrai. Elle ne l'a pas nié. Elle a dit qu'elle expliquerait tout une fois qu'il serait dans un endroit privé, qu'elle l'aimait, que tout ce qu'elle avait jamais fait avait été pour cette famille. Il lui a demandé à nouveau, plus directement cette fois, si c'était vrai. Elle a finalement dit oui, d'une voix qui avait perdu toute l'once de performance qu'elle contenait habituellement. Et quelque chose sur le visage de Grant s'est refermé, comme une porte qui se ferme, non pas violemment, juste doucement et finalement. J'ai dit ce que je retenais depuis 2 ans et demi, et je l'ai dit clairement. Parce que je comprenais que ce serait peut-être le seul moment de mon mariage où j'aurais à la fois son attention et celle de tout le monde, sans défense et incapable de transformer cela en autre chose. J'ai dit à Eleanor que j'avais épousé son fils, sachant qu'elle venait aussi avec le mariage, et que j'avais sincèrement voulu construire quelque chose de réel avec elle. Même après le mariage, même après tout. Je lui ai dit que ce que je ne pouvais pas accepter, ce que je n'accepterais plus jamais, c'était d'être traité comme un obstacle à gérer au lieu d'une personne à respecter. Pas à mon propre mariage, et pas dans les années à venir de cette famille, quelle qu'elle soit. Je lui ai dit que le cheval n'était pas un hommage. C'était un vol déguisé en cadeau. De la même manière que l'argent avait été un vol, déguisé en générosité. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'elle s'excuse auprès de moi dans cette salle de bal devant 200 personnes. J'avais besoin qu'elle comprenne enfin et complètement que la version des événements où elle était toujours la partie lésée, toujours la mère incomprise, toujours la femme qui ne voulait que le meilleur pour tout le monde, était une histoire que seule elle avait jamais crue. Elle n'a pas eu de réponse à cela. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Eleanor Callaway se tenait devant une pièce et n'avait rien à dire. La fête ne s'est pas remise de cela. Elle ne le pouvait pas. La nouvelle s'est répandue parmi les 200 invités plus vite qu'aucune farce de Digi n'aurait pu le faire. Et au moment où le personnel de la restauration a commencé à débarrasser le gâteau intact, de petits groupes de personnes ramassaient déjà discrètement leurs manteaux, murmurant des excuses concernant les réveils matinaux et les longs trajets de retour. Les amis du club de lecture d'Eleanor sont partis les premières. Les mêmes femmes dont elle avait tant lutté pour obtenir les invitations à mon propre mariage, peu désireuses d'être prises dans les débris de ce qu'elle venait de voir à moitié. À 9h30, la salle de bal qui avait coûté $30 000 à remplir était presque vide. Le personnel empilait discrètement les chaises autour d'une femme assise seule à la table d'honneur, dans sa robe couleur champagne. Le collier de diamants que son défunt mari lui avait offert brillait toujours sous des lumières qui n'avaient plus personne pour les capter. Les semaines qui ont suivi ont divisé la famille nettement, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Je m'étais préparé à ce que Grant retourne à son ancienne habitude de tout aplanir, de pardonner rapidement, de replier toute cette horrible nuit dans une histoire de mère difficile mais bien intentionnée. Il ne l'a pas fait. Ce qui s'était ouvert en lui, debout à côté de ce dossier, ne s'est pas refermé comme cela l'avait toujours fait auparavant. Lui et Nathalie ont engagé leur propre avocat en moins d'1 mois, séparés de l'avocat de la succession qui avait discrètement enregistré les retraits de la fiducie d'Eleanor comme des déboursements fiduciaires de routine pendant plus d'1 an, sans en signaler un seul. Des demandes de compte formelles ont été envoyées. Eleanor a été destituée de son rôle de fiduciaire avant Noël, remplacée par un fiduciaire nommé par le tribunal dont ni Grant ni Nathalie n'avaient voulu avoir besoin. Elle a été contrainte de commencer le remboursement des fonds par mensualité. Une humiliation d'un tout autre genre, qui venait avec de la paperasse au lieu d'applaudissements. Eleanor n'est pas partie discrètement. Elle a appelé Grant presque tous les jours la première semaine, alternant entre excuses larmoyantes et accusations furieuses selon lesquelles ses propres enfants essayaient de la détruire à cause d'un malentendu sur l'argent familial. Elle m'a appelé 2 fois, bien que Grant lui ait demandé de ne pas le faire. Une fois pour me dire que j'avais ruiné sa relation avec son fils. Une fois pour me dire qu'elle me pardonnait quand même, sur un ton qui montrait clairement qu'elle considérait le pardon comme un cadeau que je n'avais pas mérité. Elle a contacté ma mère, de toutes les personnes. Dans un salon de coiffure qu'elle fréquentait apparemment toutes les deux, elle a essayé d'obtenir la sympathie de Carole en parlant de ce qu'elle appelait « les filles qui montaient ma propre famille contre moi ». Une phrase étrange et révélatrice, puisque ni Nathalie ni moi n'avions jamais été autre chose que les victimes de ce qu'elle avait construit. 3 semaines après le début des négociations de remboursement, Eleanor a appelé Grant à 11h du soir depuis les urgences de Memorial Health. Elle lui a dit en pleurant qu'elle avait eu des douleurs thoraciques toute la soirée et qu'elle avait cru, pendant une heure terrifiante, qu'elle faisait une crise cardiaque comme celle qui avait emporté Robert dans la même ville 3 ans plus tôt.
Grant est parti immédiatement, fortement ébranlé, et est resté avec elle pendant 4 heures pendant que les médecins effectuaient des tests qui se sont avérés complètement normaux, un épisode d'anxiété. Le médecin traitant a dit gentiment que ce n'était pas rare, sous un stress important. Eleanor a utilisé le bracelet d'hôpital toujours à son poignet le lendemain matin pour demander discrètement à Grant si toute cette pression légale concernant la fiducie valait vraiment le risque pour la santé de sa mère. Grant m'a parlé de la conversation, la mâchoire serrée, clairement tiraillée entre la peur qu'il avait ressentie en conduisant à l'hôpital à minuit, et la reconnaissance croissante, même en me le décrivant, que sa mère avait appris à saisir n'importe quel levier à portée de main. Il n'a pas renoncé au plan de remboursement. Mais il m'a dit plus tard cette semaine-là que c'était la chose la plus difficile qu'il ait faite de toute l'année. Plus difficile que la salle de bal, plus difficile que le dossier que Nathalie avait ouvert devant 200 personnes, parce que cela lui exigeait de tenir 2 vérités en même temps, que la peur de sa mère aux urgences avait probablement été réelle, et qu'elle l'utiliserait de toute façon, de la même manière qu'elle avait utilisé un cheval loué, un escalier et maintenant un bracelet d'hôpital. Parce que l'utilisation des choses était devenue le seul langage qui lui restait pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce qui m'a le plus surpris n'était pas le désespoir d'Eleanor. C'était qui s'était manifesté de l'autre côté. Le frère cadet de Robert, Dal, qui était resté la plupart du temps en dehors des drames familiaux pendant des années, a appelé Grant de son propre chef pour dire qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec la fiducie depuis plus d'1 an, et qu'il n'avait simplement jamais eu la position pour le soulever. Une des amies de longue date d'Eleanor, une femme nommée Pat, qui la connaissait depuis avant la mort de Robert, a discrètement dit à Nathalie qu'elle avait vu le besoin d'attention d'Eleanor se transformer en quelque chose de plus dur après les funérailles. Et qu'elle attendait, selon ses mots, que quelqu'un dans la famille le dise enfin à voix haute. Jess, mademoiselle d'honneur, m'a envoyé un message la semaine après la fête d'anniversaire qui disait simplement « Je suis fier de toi ». Ce qui signifiait plus pour moi que presque tout le reste cette année-là. Il y a eu un moment début janvier auquel je pense encore plus qu'à n'importe quelle confrontation elle-même. Grant et moi déballions des cadeaux de mariage que nous n'avions jamais pris le temps d'ouvrir. Une période de mois tellement accaparée par tout ce qui concernait Eleanor que la vie domestique ordinaire avait simplement été mise en pause. Et il a trouvé une carte de la famille de son père, glissée dans un saladier. Un de ces cadeaux qui arrivent en retard d'un cousin éloigné qui n'avait pas pu venir au mariage. Il s'est assis sur le sol de notre cuisine, tenant cette carte pendant longtemps. Et quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, il a dit qu'il n'arrêtait pas de penser à ce à quoi notre mariage était censé ressembler avant le cheval, avant tout cela, quand il avait d'abord imaginé me présenter aux gens comme sa femme. Il a dit qu'il pleurait cette version de la journée plus qu'il ne pouvait l'expliquer aux gens qui ne l'avaient pas vécue. Et qu'une petite partie de lui pleurait encore la mère qu'il pensait avoir, avant que toute la paperasse ne rende une femme différente visible. Je comprenais ce chagrin mieux qu'il ne le réalisait probablement. J'avais passé 2 ans et demi à vouloir qu'Eleanor soit la femme chaleureuse et généreuse que j'avais rencontrée lors de ce premier dîner dominical à Ardsley Park. Le voulant assez fort pour avoir négligé une douzaine de signes plus petits qui pointaient vers qui elle était réellement. Certaines nuits cet hiver-là, après que tout ce qui concernait la fiducie soit devenu pleinement légal, pleinement documenté, pleinement indéniable, je me retrouvais encore à regretter la version d'elle que j'avais inventée dans ma tête pendant ces 18 premiers mois. Celle qui me remplissait mon verre de vin et me disait que j'étais charmante. Cette femme n'avait jamais pleinement existé. Mais la vouloir m'avait coûté quelque chose de réel, et je me suis autorisé à pleurer cette perte au lieu de la nier. Il y a eu aussi des complications, du genre peu glamour et logistique, qui n'entrent pas dans le cœur dramatique d'une histoire, mais qui ont quand même dévoré des mois de nos vies. Les calendriers de remboursement ont dû être renégociés 2 fois quand Eleanor a manqué 2 versements consécutifs, citant des difficultés, ce qui a forcé Nathalie et Grant à retourner dans un bureau de médiateur qu'ils espéraient ne jamais revoir. Eleanor a mis la maison d'Ardsley Park sur le marché ce printemps-là, discrètement, pour aider à couvrir ce qu'elle devait. Elle a déménagé dans un condo plus petit près de la Truman Parkway, un downsizing, qui, de l'extérieur, aurait ressemblé à une simple prudence financière si l'on ne connaissait pas l'histoire sous-jacente. Elle a cessé de participer au chat de groupe familial un jour de février. Puis elle est réapparue en avril avec un long message sur le désir de reconstruire la confiance lentement, selon le rythme de chacun. Un message qui me semblait, du moins, être la première ébauche d'une nouvelle performance plutôt que la fin de l'ancienne. Fin du printemps, le remboursement était en bonne voie, formellement sur le papier, d'une manière qui satisfaisait les avocats, sinon la famille sous-jacente. Grant parlait à sa mère au téléphone, peut-être 2 fois par mois à ce moment-là.
des appels brefs, prudents, qui ne duraient jamais longtemps. Nathalie maintenait encore plus de distance, ne rendant visite que pour les fêtes, toujours avec Marcus à ses côtés, jamais seul. J'ai vu Eleanor exactement une seule fois cette année-là après la fête d'anniversaire. Lors d'un rassemblement du 4 juillet, Grant a insisté pour être l'hôte, principalement pour la mémoire de son père plutôt que pour le confort de sa mère. Elle était plus petite ce jour-là, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le condo ou l'argent. Plus calme. Elle a complimenté ma robe une fois, simplement, sans en faire quelque chose sur elle-même. Et je me souviens avoir été surprise par l'étrangeté de cette petite courtoisie ordinaire venant d'elle. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant depuis le mariage, et presque aussi longtemps depuis la fête d'anniversaire qui a finalement tout fait éclater. Grant et moi avons acheté une petite maison près d'Ardsley Park ce printemps-là, assez proche de son ancien quartier pour se sentir familière. Assez loin du nouveau condo d'Eleanor pour que la croisée par accident ne soit une préoccupation pour aucun de nous. Je travaille toujours dans le marketing, un nouveau poste maintenant, plus proche de la maison, avec de meilleures heures. Nathalie et moi parlons plus que Grant, et je m'y attendais probablement. 2 femmes qui ont trouvé une alliance improbable dans un dossier de documents financiers et un escalier qui a mal tourné. Je ne regrette pas la chanson. J'ai repensé à cette décision plus de fois que je ne peux compter, me demandant si une version plus calme, plus mature de moi-même aurait trouvé un moyen plus discret de faire passer mon message. Et à chaque fois, j'arrive au même endroit, certaines leçons ne s'ancrent que lorsqu'elles coûtent quelque chose de visible. Eleanor a passé 3 décennies à apprendre qu'une excuse bien placée pouvait annuler presque tout dépassement. Elle avait besoin d'apprendre enfin que certains dépassements ne s'annulent pas, peu importe avec quelle grâce vous essayez de les rattraper après coup. Ce que j'ai fini par comprendre, 1 an après tout cela, c'est que le cheval n'a jamais vraiment été la blessure. Le cheval n'a été que le moment où j'ai enfin vu clairement ce qui était déjà vrai depuis longtemps. Que certaines personnes ne peuvent pas expérimenter la vedette de quelqu'un d'autre sans avoir besoin d'y être elles-mêmes. Et que les aimer ne vous oblige pas à continuer à leur céder la lumière. J'ai planifié 30 secondes d'humiliation sur un escalier parce que j'avais besoin qu'elle, et tous ceux qui se tenaient près d'elle, voient ce que j'avais été obligé de ressentir en silence pendant des mois. Cela a fonctionné. Cela lui a coûté plus que je ne l'avais prévu finalement, une fois que l'argent est apparu derrière tout cela. Mais j'ai cessé de m'excuser auprès de moi-même pour ce résultat. Elle a construit la scène. J'ai seulement choisi la chanson. Il existe une version de cette histoire avec une fin plus ordonnée. Une où Eleanor change complètement. Où les vacances sont à nouveau chaleureuses. Où la femme de ce premier dîner dominical s'avère avoir été réelle depuis le début. Ce n'est pas la fin que j'ai eue. Et la plupart du temps, j'ai fait la paix avec cela. Ce que j'ai eu à la place, c'est une belle-mère qui est maintenant plus effacée, plus prudente, toujours pas entièrement honnête avec elle-même sur les raisons de tout cela. Ce que j'ai eu, c'est un mari qui a finalement vu sa mère clairement, à un coût qu'aucun de nous ne voulait payer. Ce que j'ai eu, c'est une belle-sœur qui est devenue, de manière inattendue, l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance au monde. Je garde les photos de mariage dans un album sur une étagère de notre salon, les bonnes et les étranges. Car j'ai décidé très tôt que réduire la journée à ses seuls meilleurs moments serait une forme de mensonge. Il y a une photo prise du fond du jardin de 40 ou 50 invités tournés dans la mauvaise direction sur leurs chaises, les téléphones levés vers un coin vide de l'allée. Avant, je sautais rapidement cette page. Maintenant, je me permets de la regarder un instant avant de la tourner. Non pas parce que cela ne pique pas encore un peu, mais parce que c'est vrai, et j'ai cessé d'avoir besoin que toute chose vraie dans ma vie me fasse aussi me sentir bien. Grant m'a trouvé en train de regarder cette page un soir de février. Et au lieu de l'ancienne excuse réflexe, il s'est simplement assis à côté de moi et a dit doucement qu'il aurait aimé sortir lui-même et la faire descendre de ce cheval avant qu'il n'atteigne l'allée. Je lui ai dit que je le souhaitais aussi. C'était la première fois que l'un de nous le disait clairement, sans l'adoucir en quelque chose de plus facile à vivre. Et quelque chose dans la pièce s'est allégé après. Comme une blessure se sent plus légère une fois qu'elle a enfin été nommée correctement au lieu d'être contournée. Et ce que j'ai perdu sous tout cela, c'était quelque chose que je n'avais pas entièrement nommé avant de m'asseoir pour raconter cette histoire à voix haute, le jour de mariage ordinaire, sans histoire, que je n'ai jamais eu. Pas de cheval, pas d'entrée détournée, juste une allée, un marié qui attendait au bout, et tous les regards du jardin sur moi. Exactement une fois, exactement comme cela aurait dû être. Je ne retrouverai pas ce jour-là. Je ne pense pas que je le retrouverai jamais.
Mais j'ai eu autre chose à la place, de la clarté, et une famille qui a finalement cessé de protéger le confort de la mauvaise personne aux dépens de tout le monde. Certains jours, cela me semble suffisant. Certains jours, cela ressemble juste à ce qui restait après que tout le reste est brûlé. La plupart des jours, si je suis honnête, cela me semble être les deux à la fois.